est une question philosophique. Il y a au moins 4 paramètres que le sujet doit remplir. D'abord, la question doit se poser à tout le monde. Deuxièmement, elle peut toujours se poser à nouveau car elle n'a pas de solution unique et définitive. Troisièmement, c'est une question qui doit être importante et parfois urgente car elle nous concerne tous de près ou de loin. Et enfin, la question doit procéder par des remises en cause de ce qui est évident, banal, voire commun. Alors, est-ce que la COVID-19 se pose à tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui se pose des questions sur la COVID-19? Évidemment, la réponse est oui. Elle est oui parce que la COVID-19 apparaît au moment où la médecine, où la science est très, très développée, où on utilise des robots, où il y a le problème de génie génétique. Alors, personne ne peut comprendre qu'on ait une pandémie pendant que la science est très développée. Et donc, tout le monde se pose des questions. Et à la date du 21 juin, au moins 178 millions de cas de COVID-19 ont été répertoriés. Est-ce que la COVID-19 n'a pas de solution unique et définitive? Évidemment, oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, presque le 1/4 de la planète est vacciné. Plus de 2 milliards de personnes sont vaccinées. Mais en dépit de cette vaccination, il y a toujours de nouveaux cas. Actuellement, à peu près plus de 350 000 nouveaux cas. Et à côté de ces nouveaux cas, il y a le problème des variants. Ces variants qui pérennisent la maladie et qui posent des problèmes de la vaccination. Est-ce que la COVID-19 est une question importante et urgente? Évidemment, la réponse est toujours oui. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 3 700 000 décès dans le monde. Et comme je l'ai dit, il y a toujours ce problème de variants qui commence à poser de problème. Est-ce qu'il y a une remise en cause de ce qui est évident, ce qui est banal et ce qui est commun avec la COVID-19? Évidemment, c'est toujours oui. Parce que pour certaines personnes, la COVID-19 est une maladie surnaturelle. Pour d'autres, c'est une punition divine. Pour certains, c'est une erreur humaine. En fait, toutes ces conceptions sont fonction de chaque peuple, fonction du profil épidémiologique de chaque région. Okay. Et donc, on comprend que la COVID-19 est une question philosophique. Alors, pour comprendre la manière de penser de chaque peuple, nous allons un peu revoir un peu l'histoire de la médecine. Alors, la médecine, selon les cycles d'Omran, a évolué en 4 phases. La première phase, c'est la phase nommée l'âge de la pestilence et de la famine. Au cours de cette phase, la médecine était totalement inefficace. Donc, la médecine n'existait pas. En fait, les gens se contentaient de la sorcellerie, se contentaient de la médecine traditionnelle, et du fait de son inefficacité, la mortalité était très forte et fluctuante, avec une espérance de vie qui était inférieure à 30. Et là, les types de maladies qui prédominaient, c'était en fait des maladies infectieuses, des endémies et de la famine. Remarquez par exemple à Londres, au Royaume-Uni, cette phase a été vécue au XVIIe siècle, donc vers les années 1800, où 3/4 des décès étaient liés tout simplement aux maladies infectieuses, à la malnutrition et à des complications de la maternité. Alors, la deuxième phase, c'est l'âge du recul des pandémies. Donc là, la médecine devenait de plus en plus efficace avec la découverte des vaccins, des antibiotiques, une bonne redistribution d'eau et alimentaire, ce qui permettait de ralentir, de faire reculer les maladies infectieuses et les endémies, et cela permettait l'augmentation de l'espérance de vie au-delà de 50 ans. Et avec l'âge, apparaît progressivement les maladies liées à l'âge, donc les maladies dégénératives, le diabète, l'hypertension et les cancers. La troisième phase
de la médecine, c'est l'âge des maladies de dégénérescence et des maladies de société. Dans cette phase, la médecine devient très, très efficace. Il n'y a presque plus de pathologies infectieuses, mais la médecine reste inefficace contre les maladies chroniques. Et donc là, la mortalité est stabilisée à un niveau très bas. Il y a un recul de décès chez des personnes plus vieilles. Et apparaît évidemment les problèmes de société, les sociopathies, la délinquance, les suicides et une aggravation des maladies chroniques. Et la quatrième phase, c'est la phase où il y a maintenant le prolongement de la vieillesse. Donc, on cherche tout simplement à prolonger la vieillesse. Voilà les 4 phases de la médecine. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre l'Afrique subsaharienne et le monde occidental en rapport avec cette évolution de la médecine? La première différence, c'est par rapport à ce cycle d'Omran que nous venons de donner. L'Afrique subsaharienne actuellement est à la deuxième phase, c'est-à-dire la phase où on a une diminution progressive des maladies infectieuses et une augmentation progressive des maladies non transmissibles. Et donc, l'Afrique subsaharienne subit actuellement un double fardeau, celui des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles. Par contre, le monde occidental aujourd'hui est à la quatrième phase, avec un prolongement de la vieillesse. Et la conséquence c'est quoi? C'est qu'en Afrique subsaharienne, on a encore une pyramide d'âge qui reste encore très jeune, avec une base large, et alors que dans le monde occidental, vous avez cette pyramide qui commence à s'inverser. Et là, on peut donner l'exemple en RDC, qui est un pays d'Afrique subsaharienne, vous avez une population âgée de 15 ans qui représente plus de 50%. Alors qu'en Italie, une population de moins de 15 ans représente tout simplement 14%. La population âgée de 65 ans et plus représente 3% en RDC, alors que cette population âgée de 65 ans représente 22 ou 23% de la population mondiale. L'âge est très importante à comprendre parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans ces statistiques des hospitalisations dans les unités de soins intensifs en Italie, on peut voir que les sujets âgés, il n'y avait aucun sujet âgé de moins de 26 ans qui était hospitalisé. Pourtant, par contre, les hospitalisations augmentent avec l'âge, avec un pic à 66 ans. Deuxième grande différence, c'est par rapport aux comorbidités. Et cette différence est tout simplement liée à cet âge, à la différence d'âge. Première chose, dans les pays en développement, il y a très peu de cas de cancer. La prévalence du diabète, la prévalence du diabète dans les pays africains, c'est autour de 4%, alors que cela atteint presque 10% dans les autres régions. La prévalence de l'obésité, moins de 10% en Afrique, autour de 30% en Amérique et plus de 20% en Europe. Le seul facteur qui est très important en Afrique, c'est l'hypertension, où la population âgée de 25 ans et plus est hypertendue dans une proportion de 40%, contrairement aux autres régions. Troisième grande différence, c'est l'immunité croisée. L'immunité croisée liée effectivement à la persistance, encore une fois, des maladies infectieuses en Afrique. Tenez cette étude. Dans cette étude, on a pris des échantillons, des échantillons de sang prélevés avant la pandémie, donc entre 2005 et 2019, avant donc la pandémie de la COVID-19, en Tanzanie, en Zambie et aux États-Unis. Et l'analyse a montré qu'il y avait déjà des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 à une proportion de 19% en Tanzanie, 14% en Zambie et seulement 1% aux États-Unis. Ce qui montre qu'avant même la pandémie, une frange importante de la population d'Afrique subsaharienne avait déjà une certaine protection contre la COVID-19. Dernière différence, c'est par rapport au traitement. Le fait qu'il y a encore des maladies infectieuses, particulièrement le paludisme,
les antipaludéens sont utilisés couramment en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, il est démontré que la plupart des antipaludéens utilisés, notamment la quinine, les dérivés d'artémisinine, ont une activité antivirale contre la COVID-19. Alors, en fonction maintenant de toutes ces différences sur cette histoire de la médecine, est-ce qu'il y a une différence du profil épidémiologique entre le monde occidental et l'Afrique subsaharienne? Évidemment, la réponse est là. On voit que les cas cumulés sont très importants en Amérique, en Asie du Sud-Est et en Europe, alors qu'en Afrique, il y a très très peu de cas, comme on peut le voir sur cette graphique. Et au total, aujourd'hui, la contribution, si je peux le dire, de l'Afrique par rapport à la COVID, on a tout simplement 2% des cas cumulés de la COVID-19 en Afrique. On a 2% de cas de décès liés à la COVID-19 en Afrique, alors qu'en Amérique, 40% des cas cumulés viennent d'Amérique, 48% des décès liés à la COVID viennent d'Amérique, et plus de 30% de cas cumulés et des décès viennent en Europe, viennent d'Europe. Quel est le profil actuel, le profil récent de la COVID-19 au Sud Kivu? Au Sud Kivu, à l'heure actuelle, présentement, nous avons seulement 9 cas actifs qui sont suivis soit dans les hôpitaux, soit dans la communauté. Alors, l'évolution de la COVID au Sud Kivu montre que nous avons eu un pic au mois de juillet, un pic, un deuxième pic au mois de janvier et février 2021. Alors que de manière générale, il y a eu beaucoup de décès au mois de juin-juillet 2020, donc l'année passée, et on n'a presque pas de décès tout au long de l'année 2020 et de l'année 2021. Alors, des études récentes au Sud Kivu montrent qu'à peu près 40% des voyageurs dépistés à la clinique Saint-Luc étaient séropositifs contre les anticorps séropositifs envers le SARS-CoV-2. Et cette séropositivité ne concernait pas seulement les Congolais, même les Hispaniques, disons donc les Blancs, les Africains et les Asiatiques qui vivent ou bien qui sont passés par le Sud Kivu. Les mêmes résultats ont été relevés à Panzi où plus de 40% des personnels travaillant à l'hôpital de Panzi avaient des anticorps anti-SARS-CoV-2, ce qui dénote d'une circulation importante du SARS-CoV-2 au Sud Kivu et évidemment une certaine acquisition d'immunité communautaire. Alors, face à ce profil épidémiologique, comment se comporte cette population? Là, je vous donne les résultats de patient Wimba par rapport à la surveillance des mesures, des mesures barrières contre la COVID-19 au Sud Kivu. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, les gens connaissent très bien toutes les mesures barrières à plus de 50%. Plus même qu'à Kinshasa. Mais l'application, elle n'est pas là. Donc, les mesures barrières ne sont pas du tout suivies. Là, on peut voir, nous sommes au marché de Nyawera. Aucune femme là n'a un masque et tous sont souriantes et en train de parler. Évidemment, les gouttelettes de flux sont en train de circuler. À Kinshasa, c'est la même chose, même s'il y a quelques personnes qui portent les masques. En fait, le masque ne couvre pas la bouche ni le nez, mais ça couvre plutôt le menton. En conclusion, la pandémie à COVID-19 est effectivement une question philosophique pour la population, mais l'attitude de la population générale est tout simplement fonction de l'évolution de la maladie. Je dis et je vous remercie.